aborde cette question de cette manière. Il a déjà été question de oui, ils nous ont vendu, non, ils ne nous ont pas vendu, mais qu'on a une experte en réparation qui peut, avec documents à l'appui, démontrer que non, nos ancêtres ne nous ont pas vendus en esclavage. Et oui, nous devons exiger des réparations de la part des colons. Comment sommes-nous arrivés à cette conférence? Alors, tout bonnement, c'était un échange à bâton rompu, ici même, mercredi dernier, au vernissage de l'exposition de Marie Guadeloupe, justement avec le frère Emmanuel qui est là et qui va intervenir tout à l'heure. Alors, il me demande, c'est quoi mon rapport à l'Afrique ou quelque chose comme ça? Alors, je réponds, c'est parce que c'est la terre-mère, hello, la référence. Il me dit, j'en suis enchantée parce que, bon, il y a des gens comme ça en diaspora qui, plus ou moins, et on continue à jaser. Et je ne sais pas comment on arrive à parler de cette question de oui, vendu, pas vendu. Alors, je vais faire une confession horrible ici. J'ai d'abord dit, moi, je pense que oui, il y a eu de la complicité. Et Marie est intervenue. Pour dire, comment? Attends, demoiselle, on va se parler. Et elle a commencé à nous parler, puis là, on s'est dit, non, mais ce sont des choses qu'il faut partager avec les gens, on ne peut pas garder ça pour nous. Et Guy, où est-ce qu'il est Guy? Le maître de séance, était là, et on dit, Guy, puisque c'est l'espace pour le mois créole, femme, tradition et tout, quand est-ce qu'on peut? Alors Marie, quand est-ce qu'on peut? Emmanuel, quand est-ce? Puis vite, Guy a dit tout de suite, bon voilà, il y a cette date-là, jeudi. Et on a dit, voilà, celle qui organise tout n'était même pas encore au courant, hein, parce qu'elle était en entrevue quelque part. Alors un peu plus tard, on lui dit, alors voici, voilà, hein, puisque tu n'as pas assez de choses à faire dans la vie, on a ajouté quelque chose. Pour toi, c'est l'organisation de la soirée. Et puis voilà, en 2 temps, 3 moments, elle a conçu, affiche et tout, lancé l'invitation. Et nous voici, nous voilà, ici ce soir, pour parler de ça. Et on tient à remercier donc Guy, inénarrable, incontournable, Guy, Chiogo, Mouchagaloussa. Guy, et nous allons lui demander de venir prendre place. Tu savais que tu devais être là, t'as vu? Non, mais bon, je le Bon, sais. ouais, non, maintenant tu le sais. Et ta place est réservée juste ici, à côté de Marie. Et avant de vous présenter, donc, je disais, celle à qui nous devons la présence de Marie Guadeloupe ici à Montréal, nous voulions dire que on peut parler de dédier la soirée. De dédier la soirée à Marie Scondé. Pour qui ça? Oh oui, on est... Marie Scondé, qui, vous le savez, a remporté le prix Nobel le prix Nobel alternatif, que vous regardez ça, de littérature, pour donc l'ensemble de son œuvre, et qui en est extrêmement émue sur le premier prix qu'elle reçoit à l'international comme ça, et qui a eu beaucoup de choses à dire à propos de la France et tout le reste et tout ça, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que c'est d'un intérêt, somme toute, relatif. Et vous pouvez trouver tout ça sur le net. Quoi qu'il en soit, nous voulons dire que nous sommes extrêmement fiers et heureuses et heureux de ce prix, et nous tenions en cette occasion donc à dédier cette soirée à Madame Condé, qui a inspiré tant et tant d'entre nous, dont Marie Guadeloupe ici présente. Et maintenant, celle par qui tout cela arrive, pardon, c'est vraiment le cas de... Non mais ne secoue pas la tête comme ça, c'est vraiment le cas de dire, elle s'appelle Sabine Montpierre, certains la connaissent aussi sous le nom de Moselle Yemaya, son nom de plume et de poétesse et d'artiste de la scène. Elle est agente de développement culturel Guadeloupe à Montréal, on peut le dire. C'est un titre qu'elle porte fièrement et qu'elle a obtenu de haute guerre. Hein, elle ne l'a pas volé, ce titre-là. On peut le dire, et elle continue à le mériter. Elle est la fondatrice de Femmes et Traditions, organisme qui a organisé justement le voyage et le séjour de Marie Guadeloupe ici, qui a donc coordonné. Elle est également fondatrice et directrice du Centre de patrimoine et de tradition et des traditions de Guadeloupe, entre autres choses. Hein, entre autres choses. Elle a été lauréate en 2016 du prix Oser Agir
entre autres choses. Elle a aussi fondé, comment ça relève? Attends, non, je l'ai ici. Je ne vais pas faire des choses comme ça, like this, like that. Je l'ai, Femme Créole, Comité Miss Créole et le concours Égala Miss Créole Québec. Et elle est, depuis janvier, vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal. Et elle est une maman. Oui, oui, oui. C'est tout ça. Et elle est maman. Et elle est compagne. Et elle est... On donne notre bagaille encore. Elle milite, on l'aura compris, pour la valorisation de la femme des cultures créoles en mettant en lumière la patrimonialisation de leur histoire. Elle est aussi très engagée dans différents espaces favorisant l'inclusion des femmes et des familles immigrantes dans la société québécoise. Et elle a, je le répète, coordonné donc la venue et le séjour de Marie Guadeloupe au Québec. Sabine Montpierre, merci. En grâce. Et je laisse maintenant à Sabine le soin de présenter notre distinguée conférencière. Écoutez, merci à tous d'avoir fait le déplacement. Il y a tellement de choses à dire sur Marie Guadeloupe. Je me suis autorisée à faire une petite note. Hein. Je vais vous lire parce que si je commence à parler de Marie Guadeloupe, on en est là jusqu'à demain matin. Mais Marie Guadeloupe, c'est ma soeur, c'est ma compatriote, c'est comme ma mère spirituelle quelque part, ma mère militante. Et quand toute la jeunesse parle de Marie Guadeloupe, c'est vraiment la référence en Guadeloupe. Parce qu'elle est l'exemple du militantisme, de la femme engagée, la femme potomitan, la femme qui est verticale et qui ne bronche devant rien. Alors, pour faire une histoire courte, je vais vous lire ce que j'avais, les quelques points la concernant. C'est ça, c'est une femme militante qui désire toujours partager sa culture, la culture de la Guadeloupe, et nous interpeller aussi sur les enjeux liés à la Guadeloupe, les enjeux sociaux essentiellement liés à la Guadeloupe. C'est une artiste qui valorise l'art, qui utilise les matériaux, les ressources même de l'île pour montrer qu'il y a matière à exploiter, il y a des ressources avec lesquelles on peut mettre de l'avant, valoriser notre art, l'art primitif, et chacun de nous peut devenir acteur dans cette découverte de l'île à travers son art. C'est donc une militante qui, depuis à l'âge de 11 ans, a décidé de s'afficher clairement comme étant une résistante, parce qu'elle a vécu un événement qui, à ses 11 ans, causé par son professeur d'anglais qui était raciste. Et à partir de cet événement-là, elle a décidé de savoir qui elle est. Et cet esprit nègre marron, qui est un esprit chez nous de résistance, l'habite depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Pour elle, la lutte politique ne peut être dissociée de la lutte culturelle et identitaire. Un ne va pas sans l'autre. Donc, elle est la présidente du MIOC Guadeloupe qu'elle va nous présenter tout à l'heure, qui est le Mouvement international pour les réparations. Et avec cet organisme, elle ne cesse de s'engager pour faire avancer la mission du peuple noir dans toute la diaspora. Alors, vous comprenez bien, c'est un honneur pour moi de recevoir Marie Guadeloupe ici à Montréal et de pouvoir ainsi lui donner toute cette place qu'elle mérite. Donc, je vous laisse en sa compagnie. Eh bien, alors, c'est moi, Créole. Bien bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va espérer que c'est avec plaisir qu'ils sont là. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes là avec plaisir. Vous allez prendre du plaisir à être avec moi. En passant, si tout ça est dit vrai, je ne sais pas si tout ce qu'on a dit est vrai, vous allez peut-être m'aiguiller dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'esprit marron fait partie de ma personne. Et comme je l'ai dit à quelqu'un il y a quelques minutes, quand je suis née, c'est sûr que la boule est tombée dans mon berceau. Parce que c'est un esprit qui ne m'a jamais quitté. Et très tôt, j'ai fait voir des vertes et des pas mûres à mes parents. Parce que quand des enfants volent l'argent, peut-être pour aller au cinéma,
moi, je vole l'argent pour faire des tracts. Donc, vous voyez un peu le truc. Alors, je vais demander à ces personnes de s'asseoir déjà. Parce que on va partager ensemble. Sabine, assieds-toi. Et je vais vous demander de vous applaudir. Vous le méritez. L'esprit nègre marron tombe en couche moins en fait, mais l'esprit nègre marron est présent à tout moment. C'est à nous de savoir saisir cet esprit-là et surtout déconstruire ce qu'on nous a souvent dit, répété, pour faire de nous de bons citoyens. La citoyenneté a tant de sens. La citoyenneté n'est pas l'universalité des êtres humains. C'est surtout ça qu'il faut qu'on arrête de vouloir ressembler à d'autres, parce que nous sommes tous des hommes et nous faisons partie de la même humanité. Merci. Alors, le MIR. Le MIR, je suis présidente du MIR, je suis troisième présidente. Le MIR a été créé pour répondre à la problématique: est-ce que les Noirs sont des hommes comme tous les autres Noirs, tous les autres hommes sur la Terre? Pourquoi cette question? C'est parce que souvent quand le Noir fait quelque chose, il doit toujours se justifier. Il est chef de police, mais il ne peut pas donner des ordres à celui qui est après lui, parce qu'on lui demande: ah bon, comment? Explique. D'accord? Il est cuisinier, on lui demande des épices, tu es sûr que tu les as contrôlées? Il est professeur à l'école, n'importe quel parent d'élève vient et lui dit: ton savoir, tu es sûr que tu l'as eu quelque part, c'est qui le père qui te l'a transmis? Et etc. Je peux vous raconter plein d'histoires. Le MIR a été créé pour faciliter, pas plus pour nous que les autres, mais cette possibilité que le Noir n'ait plus à se poser de questions, mais que l'autre se pose la question: est-ce qu'il est dans le plein droit d'hypothéquer notre avenir et d'hypothéquer notre passé? Le MIR, c'est une organisation qui répond surtout à la question que souvent nous-mêmes nous sommes posés, nous, les hommes de la diaspora, puisqu'il y a des Africains du continent qui savent, qui peuvent remonter à des générations, mais nous, dans la diaspora, on nous a spolié de ce droit, on nous a volé cet héritage de nos pères, savoir qui nous sommes. Donc, cette question de savoir d'où nous venons, eh bien, moi, en tant que Guadeloupéenne, je ne peux pas vous dire que je viens ni du Congo, ni du Mali, ni du Tchad. Et quand vous parlez d'ancêtres, moi, je parle de grands-parents. Que ça soit clair, je ne peux pas parler d'ancêtres. Parce que ceux qui ont été déportés, réduits en esclavage pour des raisons économiques pour les Blancs, ce n'étaient pas mes ancêtres, c'était mon arrière-grand-mère. Donc le MIR s'inscrit dans toutes ces questions que nous nous sommes posées, nous qui sommes d'Haïti, de Guadeloupe, de Dominique, de Martinique, de Guyane et d'autres encore. Le MIR demande à l'autre de prendre position dans cette histoire que souvent ils ont eux-mêmes falsifiée et qu'ils font tout pour qu'on puisse les répéter à perpétuité. Donc on dit à l'autre: eh bien, montre que tu n'es pas d'accord avec ce passé et que, au contraire, fais en sorte de briser les chaînes que toi, tu nous as mis. Et non pas à nous d'aller chercher comment briser les chaînes, mais à vous de les briser, ces chaînes que vous nous avez mis. Donc le MIR dit tout simplement à l'autre: si tu n'es pas fier de cette histoire, si effectivement que tu reconnais que tu nous as fait du tort, et si tu es mon ami, très souvent, je suis ton ami, je ne suis pas comme les autres, eh bien, prouve-le-moi. En faisant tout simplement des petites associations qui vont revendiquer pour le Noir ce que vous avez fait. Que vous allez nous autoriser, nous, aujourd'hui, à vous poser des questions et que vous allez apporter les réponses.
et que vous allez arrêter de nous dire d'être des bons historiens, des bons littéraires, des bons intellectuels, que vous allez arrêter de nous dire d'aller chercher des histoires que souvent vous cachez. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand ils nous ouvrent les livres, nous de la diaspora, Haïti connaît bien l'histoire, la Dominique, en fait, tous les îles anglophones ou francophones, eh bien, quand on ouvre les livres, eh bien, au bout d'un moment, il y a secret défense qui arrive et on ne peut pas aller plus loin. Donc, on est dans cette problématique. Donc, le MIR, ce n'est pas simplement une énième association. Non. C'est une association qui a pris naissance, elle ne s'appelait peut-être pas MIR, mais elle a pris naissance à partir du jour où l'homme a décidé de mettre un autre homme en esclavage. À partir du moment où on a commencé à nous empêcher d'être des êtres humains comme les autres. Le MIR a pris naissance à ce moment-là. Parce qu'elle s'inscrit tout simplement dans le fait de dire à l'autre, je sais que je fais partie de cette humanité, je ne suis pas un truc à part, un truc venu d'ailleurs, un truc. Parce que souvent, ce qu'on oublie, même avec nos titres, on reste des trucs. Dans l'image qui se donne souvent de nous, c'est le bon nègre. Il a bien appris sa leçon. Et on a vu ça avec Taubira quand on l'a traité de singe. Nous sommes des singes savants. Il m'est arrivé en 2014 de faire un voyage en France. Et en discutant avec quelqu'un que j'étais sûre qui était, je veux dire, un très bon ami, les propos qu'il tenait, je ne lui montrais pas que j'étais choquée, mais les propos qu'il tenait me montraient enfin que entre lui et moi, cette barrière-là existait, la barrière de l'humanité. J'ai eu des procès. Le MIR a eu exactement, Martinique a fait 2 procès, Guadeloupe a fait 2 procès pour les réparations. Je ne vous demande pas de vivre ce que nous avons vécu dans le tribunal. Pourtant, tous les hommes sont censés avoir le même, au 21e siècle, on dira, c'était au 20e siècle, puisque c'était l'année dernière, eh bien, le même rapport face à la justice. Celui qui représentait l'État nous a bien fait comprendre que si l'Européen n'était pas passé par là, nous ne serions pas des hommes. Ces propos face à une classe de 4e, 5e, 6e, des enfants qui ont hurlé parce qu'ils ne comprenaient pas qu'au XXe siècle, on puisse parler comme ça, était plus que choquant, humiliant. On nous demandait même de prouver notre humanité, de prouver qu'effectivement, avant l'arrivée des Européens, eh bien, on savait lire, on savait écrire, qu'on savait qu'on avait 2 bras, 2 jambes, qu'on savait qu'on avait un cerveau. On nous demandait même d'aller au-delà de l'histoire, tout simplement de pouvoir dire notre arbre généalogique, ce qu'on ne peut pas faire dans la diaspora, ce qu'on fait avec beaucoup de difficultés. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre ça, mais c'est la réalité au XXIe siècle. Et c'est face à tout ça que le MIR s'insurge, et c'est face à tout ça qu'on ne prend plus, on ne se pose plus les questions de la même manière. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est Jacques qui m'a vendu. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas de savoir si dans les bateaux négriers, il y avait 10 Noirs qui vendaient ses frères, alors qu'il y en avait 90 qui risquaient de mourir. Ça ne m'intéresse plus de savoir aujourd'hui, suite à tant d'abominations, suite à tant de... Je sais, il n'y a pas de mots pour qualifier ce que le noir a subi sur cette planète. Ce n'est pas qu'on fait l'apogée de la souffrance. Hein. On n'est pas en train de noter la souffrance de 0 à 10. Hein. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de tout le temps se poser la même question. À quoi servons-nous? Qui sommes-nous? Quel est notre rapport dans cette humanité? Et tout simplement, dans le pays où on va se trouver, où on se trouve encore aujourd'hui. Quand nous parlons à nos enfants, très souvent, chez nous, on dit, je suis très fière de Guy. Avant de continuer ce que je dis, Guy, je vais essayer de ne pas avoir de larmes, parce que quand je parle de toi maintenant, c'est très émotif. Il est rare de trouver quelqu'un qui
économiquement a des besoins, parce que je sais ce que ça coûte d'entretenir un espace tel. Je sais le temps que ça prend, les sacrifices que ça engage. Il est très rare de trouver chez nous un noir, et c'est un terme que je n'aime pas, mais je vais l'employer parce que c'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on nous a appris à parler. Et j'espère qu'à partir de ce soir, on arrêtera. Il est très rare de trouver un noir dire « m'en fous ». Ça ne me rapportera peut-être rien, mais je tends la main à mes frères, à ma soeur, parce qu'il faut qu'elle ait la possibilité de montrer ce qu'elle sait faire et qu'elle ait la possibilité de parler. Alors je demande qu'on l'applaudisse. Quand vous mettez debout, l'applaudissez parce que vous le mérite. Mettez-vous debout, à tout l'honneur. Quand je vais rentrer en Guadeloupe, je pourrais le citer dans mes exemples. Parce qu'on a très peu d'exemples et on a trop d'exemples pour dire un noir m'a mis les bâtons dans les roues, un noir m'a empêché de faire ceci, un noir m'a empêché de faire cela. Mais jamais on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce noir n'ait rien fait pour moi? Cette question-là, on ne se la pose pas, mais on est toujours en train d'envoyer la pierre à nos frères. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à te dire merci, merci vraiment. Alors, pour revenir, pour dire tout simplement que chez nous, on a une rue principale, elle s'appelle la rue Frébourg. Je prends ça comme exemple, ça aurait pu s'appeler, comment ça s'appelle ici, je ne sais plus, chez Aubourg, je ne sais pas. Mais on a une rue principale où on a plein de Libanais, de Syriens, qui vendent. Ils ont tous des boutiques. Ben, dans ces boutiques, ils vendent exactement la même chose. Culottes, soutien, jupe, pantalon, tout ce que vous voulez. À chaque fois un autre arrive, il crée pratiquement la même chose. Je n'ai jamais entendu un Libanais ou un Syrien dire « il est venu me mettre des bâtons dans les roues ». Au contraire, il dit « installe-toi ». Et quand il lui manque peut-être le soutien qu'il doit te vendre à la bonne femme, eh bien, il dit « attends, je vais le chercher dans la réserve ». Il court chez son frère le chercher. Nous, on nous a appris, malheureusement, et on essaie de transmettre ça à nos enfants, à nos malheurs certains, eh bien, on nous a appris le nègre empêche au nègre d'avancer. On nous a pas appris, c'est du business. On nous apprend ça et on répète ça à continu. Ce qui fait qu'on ne crée rien entre nous. Ce sont ces genres de rapports qu'on a créés chez nous qui fait qu'on est tout le temps divisé. On est tout le temps dans la même problématique de ne jamais se regarder soi pour dire qu'est-ce que je fais pour la nation. Mon frère a fait la chaussure, je vais faire les lacets. Et j'irai lui emmener les lacets pour qu'il puisse vendre la chaussure. On ne se pose pas cette question-là. On se pose la question à se dire, mais si je faisais en sorte que la semelle ne tienne pas. Parce qu'on nous a appris ça. Donc maintenant, c'est pour ça que quand j'ai posé la problématique de dire que les Noirs n'ont pas vendu les Noirs, j'ai eu des tollées de personnes qui sont venues me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que les Noirs ont vendu les Noirs, mais je te dis ça. On m'a donné l'explication que les Noirs ont vendu les Noirs. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ce n'était pas ma question. Ce n'était pas du tout ma question. Et je pense que ce soir, vous attendiez à ce que je vienne faire la démonstration qu'aucun Noir n'a vendu aucun Noir. Ce n'est pas la question. Et c'est dans ce but-là que le MIR marche et parle, parce qu'on veut déconstruire ce qu'on a construit chez nous. Est-ce que les Noirs ont vendu les Noirs? Et je vais vous raconter une histoire qui va répondre un peu à cette question. On est en 1944. On est à Paris. On est sous les boulevards de Paris. On est dans la grande ville où les droits de l'homme a pris naissance et a été inscrit. On est en 1944, on est en juin 1944 plus précisément. Qu'est-ce qui se passe? Les Allemands arrivent et les Allemands décident qu'il faut qu'on leur donne des Juifs. Et qu'on leur donne des Français qui auraient pu abriter des Juifs. On est sous la loi de M. Pétain à cette époque. Je ne me trompe pas, il y a des historiens dans la salle. La loi de M. Pétain fait quoi? Elle ne livre pas les Juifs. Qui peut me dire dans la salle que la loi de M. Pétain n'a pas livré les Juifs? Ils ont livré des Juifs. Ils ont livré aussi des Français qui auraient, entre parenthèses, soutenu la cause des Juifs. Est-ce que dans les manuels que vous lisez, on dit que les Français ont vendu les Juifs?
Est-ce que dans les manuels que vous lisez, on dit que les Français ont vendu les Français? Répondez. Non. Alors, et dans ces mêmes manuels, eh bien, on dit que les Noirs ont vendu les Noirs. Alors, dans les manuels des Français, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que certains collaborateurs, ça fait joli, ça fait pas traite, ça fait pas, je sais pas, mais ça fait joli. Ce sont des collaborateurs. Quand les Blancs font des choses contre les Blancs, ils deviennent des collaborateurs. Ils ne deviennent pas des traites. Quand les Noirs font des choses contre les Noirs, parce que c'est la guerre, parce que je ne sais pas, eh bien, ils deviennent des dictateurs, des traites, des vendeurs. Ils ont toutes sortes de noms qui peuvent exister dans un dictionnaire qui leur tombe dessus. Voilà la différence. Et je vais employer le terme blanc et noir parce que je ne peux pas parler que de la France ou que de tel ou tel pays. C'est l'ensemble des pays où les autres, ils sont venus ici aux États-Unis, ils ont massacré les Indiens, c'était au nom de la civilisation. Ils sont partis en Afrique chercher les Noirs, c'était pour les mettre au travail. Et puis etc. On peut partir sur plein d'endroits. Hein. Il y a toujours une raison à ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est qu'ils font partie de la même humanité que nous, que tous les autres. Et en voulant par tous les principes personnels qu'ils ont, en voulant gommer les autres, eh bien, ils sont en train de se mettre des chaînes aux pieds. Parce que tôt ou tard, eh bien, la facture va falloir la payer. Et c'est tout simplement ça. Est-ce que les Noirs ont vendu les Noirs? Ce n'est pas ma question. Ça ne sera jamais ma question. Parce que je sais que si les Noirs ont vendu les Noirs, c'est qu'il y a eu une cause avant. Alors, est-ce que vous imaginez qu'en 1400, je ne sais pas quoi, les Blancs décident de partir conquérir le monde? Je vous ai dit, ce ne sont pas mes ancêtres, ces Africains déportés, réduits en esclavage pour des besoins économiques de certains pays qui aujourd'hui sont fiers de nous traiter d'immigrés ou de tous les noms qui sortent. Eh bien, est-ce que vous imaginez que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était assise avec quelques Noirs enchaînés sur le bord des mers d'Afrique en train d'attendre que ces bateaux arrivent? Est-ce qu'il y avait un marché où les Noirs africains étaient là assis en train d'attendre que ces Occidentaux, que tous ces gens qui voulaient conquérir les États-Unis, l'Amérique, les Indes et tout ce que vous voulez, ils étaient assis là sous un marché en train d'attendre pour vendre leurs enfants, leurs épouses, leurs maris, leurs frères? C'est ce que vous imaginez quand on nous dit que les Noirs ont vendu les Noirs. Et quand on explique par la même occasion que les Noirs ont vendu les Noirs avec un mode d'emploi. Parce que quand on nous fait croire qu'ils les ont vendus, vous voyez bien les gens qui vendent. Ça veut dire qu'on a dit, s'il parle trop, tu lui coupes la langue. S'il a osé aller répéter quelque chose, tu lui coupes l'oreille. Si ceci, si cela. Ça veut dire qu'on a même vendu nos frères avec un mode d'emploi. Donc ce sont ces questions qu'il faut qu'on déconstruise et qu'on apprenne à répondre. Alors, je vous ai donné l'histoire du mois de juin de 1945. Vous savez que la France a été privée de son plus grand dirigeant qui était le général de Gaulle. Normalement, la nation aurait dû faire bloc quand le général de Gaulle a dû s'enfuir en Angleterre, menacé. Nous, chez nous, si quelque chose comme ça se fait, eh bien, c'est le peuple, tout le peuple qui en prend. Hein. Quand vous regardez à la télé, qu'est-ce qu'on raconte? On dit que c'est un peuple qui s'est soulevé contre son dictateur. Et puis c'est parti. On nous fait l'histoire. Donc c'est dans ce sens-là que le MIR travaille, que le MIR essaie de nous donner la chance et la possibilité de nous reconstruire. La problématique qui est posée, est-ce que les Noirs ont vendu les Noirs? Je ne vais pas dire que non, aucun Noir n'a vendu de Noir. La problématique qui est posée, c'est de savoir dans quelles conditions, à quel moment, pourquoi.
C'est d'abord ça. Savoir aussi quelle est cette quantité d'hommes qui ont commis cet acte. C'est aussi, ça c'est les historiens qui travaillent dessus, c'est savoir aussi pourquoi on nous a fait pendant des années répéter sans cesse les Noirs ont vendu les Noirs. Si mon Haïti tout pays esclave, c'est faute haïtien Bénin, c'est faute à pas haïtien, c'était africain, hein, africain yoteye. Eh bien, c'est faute à africain du Bénin, c'est faute à africain du Mali, c'est faute à africain du Tchad, c'est comme ça. Mais ils n'ont pas arrêté de nous dire ça. Donc, aucun Africain du continent ne pouvait être frère avec l'Africain déporté. Et on a entretenu ça pendant des années. Quand nous partions, on nous appelait les Blancs, quand on partait sur la terre-mère, eh bien, nous, les Africains de la diaspora, on était traités des Blancs, des traites, de toutes sortes de choses. Et quand l'Africain de la diaspora, du continent venait dans la diaspora, il était effectivement le traître qui nous avait vendus. À aucun moment, on a fait l'effort de nous laisser le choix de notre histoire et de comprendre nos frères. Alors, vous comprenez pourquoi je vous dis que la question de savoir si mon frère, si l'Africain m'a vendu, ce n'est pas la question. J'espère que ça, vous l'aurez compris. Je ne peux pas imaginer un seul instant que l'Africain du continent est différent de l'Africain que je suis. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que je reçois la même éducation. L'Africain qui va rester sur le continent, qui va à un moment donné se poser la question, pourquoi mon frère ne revient pas, sera confronté au curé, sera confronté à l'armée, sera confronté au bon savoir de celui qui va arriver. L'Africain qui va rester sur le continent, on va lui faire comprendre que si son frère ne vient pas, c'est que son frère l'a abandonné. À Gorée, il y a un camarade africain qui était venu ici, qui était venu pour cette problématique. Est-ce que les Noirs, parce que nous avons fait une conférence au sein du MIR sur la problématique et nous avons fait venir nos frères du continent pour nous expliquer cette question. Eh bien, ils étaient clairs. Ils disaient qu'ils se rappellent de deux vieillards qui souvent étaient assis sous un arbre. Ce n'était pas un baobab à l'époque. Qui étaient assis sous un arbre et qui n'arrêtaient pas de pleurer. Qui pleuraient d'une histoire qu'on leur avait racontée. L'histoire était tout simplement qu'ils attendaient que revienne un couple avec leurs deux enfants. Qu'on avait embarqué dans un bateau et qu'on avait fait la promesse de ramener. Ils ne l'ont jamais vu revenir. Et de génération en génération, jusqu'à, ça s'est passé l'année dernière, eh bien, jusqu'à l'année dernière, ils étaient encore en train de pleurer parce qu'ils n'étaient pas revenus. Ce n'est que maintenant qu'ils ont conscience de ce qui nous est arrivé dans cette déportation. Alors, quand on nous dit que les Africains ont vendu les Africains, on doit se poser la question, quel intérêt qu'il avait de vendre son frère? Quel intérêt qu'ont les autres peuples de nous répéter que cette partie de l'histoire? Est-ce que vous savez que l'Afrique qui a subi effectivement la colonisation, ou bien qui a subi, non, même pas la colonisation, ça c'est autre chose, mais plutôt qui a subi la razzia, d'accord? Ce n'est pas toute l'Afrique. Mais on nous a toujours donné l'image que c'était toute l'Afrique. On ne pouvait pas imaginer que c'était à peu près 10 à 15% de l'Afrique. On a toujours pensé que c'était toute l'Afrique. Quand on lit le journal d'un négrier, quand il raconte l'Afrique, il ne raconte même pas 1% de l'Afrique. Mais nous, quand on nous raconte l'Afrique, à travers le journal d'un négrier, on nous raconte toute l'Afrique. On ne sait même pas aux Antilles qu'il y a Congo, Bénin. On ne sait pas ça au moment qu'on nous raconte l'histoire de l'Afrique. Donc, qui j'en peux content Haïti? Qui j'en peux content n'est qui goumé pour liberté? Non! À la limite, ils ont trahi parce qu'on est venu donner la civilisation à Haïti. Toute cette ouverture est devenue fou de vouloir s'insurger contre cette civilisation donnée avec tant d'amour.
Alors, quand on parlait des Dessalines, ça qui est plus mauvais encore. C'était des hommes qui avaient un problème. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte. C'est ce qu'on comprend dans ce qu'on nous dit. Donc, c'est pour ça, savoir si l'Africain a vendu l'Africain ne doit pas être la question. C'est pas ça la question. La question, c'est de déconstruire à partir d'images, à partir de faits. Et c'est ce que j'ai expliqué à la sœur. À partir de choses qu'on n'arrête pas de nous faire répéter, même si on devient le plus grand historien du monde, on nous fait répéter souvent des choses. C'est déconstruire ces idées pour que nos enfants n'aient plus dans les rues. Parce qu'ils n'ont pas les héros qu'ils doivent avoir. On est gommé à la télé, on est gommé dans l'histoire, on est gommé dans les littératures. Sauf si on est des traîtres. C'est juste pour nous faire voir qu'il y a un traître parmi nous, voilà, machin. Là, on nous explique. Alors j'espère que le MIR, Mouvement international pour les réparations, va arriver à ses fins. Notre premier devoir, c'est la reconstruction du savoir, pas de l'intelligence, du savoir. Parce que tous, nous sommes intelligents. Et c'est ce qu'on nous a fait croire pendant des années, des décennies, que l'homme noir est né sans intelligence. Leur savoir est universel, et pour que l'homme noir devienne humain, il faut qu'il ait le savoir de l'autre. C'est ce qu'on nous a fait croire. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de rentrer dans l'errance, parce que nos ancêtres, ils n'y sont plus. Nous ne pouvons plus chercher nos ancêtres avec une bougie, ça n'existe plus. L'errance chez nous, c'est terminé. Nos enfants vont dans les grandes universités. Nous sommes des grands chercheurs. Nous sommes de grands intellectuels. Nous sommes des hommes verticaux. Je pense aux femmes aussi, quand je parle comme ça. Le homme à grand H. Donc nos ancêtres ne sont plus dans l'errance. Ils font partie de nous. Et c'est à nous aujourd'hui de faire la démonstration à travers toutes les questions qu'on peut nous imposer. C'est à nous de faire la démonstration que nous ne sommes pas dans la lignée de ceux qui veulent que nous transmettions à nos enfants. J'ai dit l'autre jour sur une radio, et je l'affirme aujourd'hui, face à vous, et face à mes pères. Martin Luther King est mort parce qu'on a omis le bras de noir. Ce n'est pas parce qu'il a pris la décision, nous le savons. Et on a beaucoup d'héros comme ça qui meurent. Ce n'est pas parce qu'ils prennent la décision, et nous le savons. Nous pouvons leur reprocher cela. Mais nous savons pourquoi que ça se passe. Et je disais sur une radio l'autre jour qu'il y a deux types de noirs. Ceux qu'on n'arrivera jamais à faire courber, ça c'est sûr. Ils vont mourir, on ne va pas les faire courber. Et il y a ceux qui vont courber. Pourquoi? Parce que tout simplement, la situation dans laquelle on les a mis ne leur donne pas leur chance. Quand tu vois un jeune noir qui mange dans une poubelle, tu te dis, ah, il fait rien, ah, il passe ici, ah, il passe là. C'est ce que tu te dis au premier abord. Pourquoi il est comme ça? Tu ne te poses pas la question pourquoi, tu lui mets une étiquette. Mais si tu te demandais le pourquoi, tu te rendrais compte qu'on a bâti une société où il n'y a aucun repère de personne de chez nous. Et c'est actuellement nous-mêmes qui allons chercher les repères pour les donner à nos enfants. Donc souvent, ils ne savent pas à quoi s'accrocher. Les autres, dans leur façon de vivre au quotidien, ils se rapportent à eux-mêmes. Ils nous parlent de communautarisme. Je crois que c'est un mot comme ça. Pas vivre entre nous. Ça pas bon. Il faut s'ouvrir au monde. Mais à qui on dit ça? Toujours à nous. Ouvrez-vous au monde. Mais il faut vous ouvrir au monde. Quand il y a trois noirs ensemble, ça c'est un complot. Il y a un problème. Mais vous n'allez jamais devenir des hommes si vous continuez à vouloir manger... on va manger Haïti ou Afrique ou machin. Vous ne serez jamais des hommes. Si vous voulez être des hommes, eh bien, il faut vous ouvrir au monde. S'ouvrir au monde, c'est lisser les cheveux, c'est maquiller bacaque, c'est toutes sortes de choses.
C'est ça ouvrir au monde. C'est parler comme eux, c'est marcher comme eux, c'est faire l'amour comme eux, c'est tout comme eux. C'est ça ouvrir au monde. Eh bien, si vous marchez dans ça, laissez tomber. Laissez tomber, c'est que vous ne travaillez pas pour la communauté. Et quand je parle de communauté, je ne parle pas d'Africains ou d'Haïtiens, je parle pour nous. Alors c'est ça qui doit, ce sont ces choses-là qui doivent nous motiver. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis là pour répondre à nos questions. Des questions qu'on peut se poser, qu'on peut partager. Là, on parle de s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde, c'est pas que je viens dire à monsieur Guy, tu sais, combien ça coûte ça? Mais pourquoi ça coûte autant? C'est pas ça, s'ouvrir au monde. C'est pas des questions-réponses que je me fais moi-même avec mon image, ma façon de faire. Parce que chez eux, c'est comme ça. Donc, moi, je tombe dedans. Et je me crois fière et grand homme parce que je peux ouvrir un livre et dire, ah, tu sais, j'ai étudié ça. Mais ça rapporte quoi à toute cette communauté? Donc, Sabine a dit quelque chose qui est vrai. C'est vrai qu'à l'âge de 11 ans, quand les autres jouaient, je ne sais pas à quoi, mais moi, je cherchais mes pères. Je cherchais mes pères, pourquoi? Parce qu'effectivement, en classe de 6e, en classe d'anglais, j'ai détesté cette langue que je regrette aujourd'hui. Je n'aurais pas dû me figer la langue sur la personne. Mais j'ai détesté cette langue parce que un jour, mon professeur m'a dit, tu ne sauras parler que du petit nègre. Et j'étais sûre que je parlais français. Et je parlais un bon français. J'étais une très bonne en français. Alors, quand elle m'a dit, tu ne parleras que du petit nègre, j'ai détesté l'anglais. Alors, tout ça a fait que, effectivement, quand j'ai regardé tous les élèves dans la classe, on n'était que des petits nègres. Et elle était la seule blanche là, debout, et qui me disait en face, parce que je lui posais une question, un professeur est censé rectifier ce que dit un élève, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, ah non, ce que vous parlez là, toi là, c'est du petit nègre. Et ça m'a donné une image, je ne sais pas si vous connaissez cette image-là, c'est toujours d'avoir un Tarzan qui arrive en Afrique, chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui tout seul. Tout seul, hein, le mec, il ne prend pas une flèche, rien du tout. Il sauve 4 tribus de 400 hommes. Vous imaginez ça? D'accord? Ou bien maintenant c'est Tarzan qui fait pas. C'est une femme blanche là qui arrive. Et c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous montre. Donc c'est incapable de regarder le père là pour dire c'est un vaillant guerrier ce mec. Je suis sûre qu'il a fait des choses incroyables. Tu ne peux pas faire ça. Il n'est pas blanc. Il est impossible que je le regarde comme ça. Et demain, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire, mais c'est toi qui n'as pas fait des rôles dans ta nation. Et je devrais répondre à la même question. Pourquoi je n'ai pas un héros? Voilà, c'est ça les questions qu'on doit en permanence faire face. Alors pour nous construire, il faut déconstruire cette image qu'on nous a mis pour nous-mêmes. Chez l'autre, il y a eu autant de vendus. Et pourtant, jamais on a dit que pour 10% de juifs qui ont vendu des juifs, et ce n'est pas 10%, c'est 21%. Eh bien, on n'a jamais dit qu'ils avaient vendu leurs frères. On n'a jamais dit que les Français ont vendu les Français. Pourquoi nous, pour 5, peut-être 6% de Noirs qui ont voulu faire du business, qui croyaient que ce genre de business était faisable, parce qu'on leur avait montré ça. Pourquoi nous, on va dire que toute l'Afrique a vendu les Noirs? Pourquoi nous allons continuer à répéter ça et à se battre entre nous? Oui, il a vendu, je te dis qu'il a vendu. Mais je n'ai rien à foutre qu'il a vendu. C'est pas ça mon problème. Je te parle de la nation africaine. Je te parle pas de Jean-Yves. Je n'ai rien à foutre de Jean-Yves. Jean-Yves, c'est une infime partie de la nation africaine. Règle ton compte avec Jean-Yves si tu veux couper le compte. Pourquoi pas? Mais ne viens pas mettre ça sur le dos de toute une nation et ne continue pas à le répéter pour faire plaisir à des gens qui sont là tout simplement pour t'emmener toujours à t'abaisser. Parce que quand tu abaisses ton frère, tu t'enterres. Tu ne t'abaisses pas, tu t'enterres. Alors,
j'ai fait volontairement de ne pas vouloir vous répondre à toutes ces questions. Mais je suis très heureuse de voir comment on écoute avec attention. Alors, il y a des exemples de livres que vous pourrez lire sur la problématique « Est-ce que les Noirs ont vendu les Noirs ?» Donc, on a, comme vous allez voir, on a fait venir des gens qui ont effectivement posé la question avec nous et qui ont le même cheminement de pensée, qui racontent les choses un peu comme nous pour pouvoir faire comprendre. Et vous aurez des chiffres de gens qui ont vendu, pourquoi pas. Mais on restera toujours sur cette problématique. Est-ce que 5% représente 100%? Donc, c'est toujours ces questions qu'il va vous falloir vous poser. À chaque fois que l'autre est d'accord avec une de tes pensées, tu es foutu. Chaque fois que l'autre te dit « Bravo, c'est bien, machin », tu es foutu. Il y a un piège quelque part. Et il va se servir de ça contre toi. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et là, je ne sais pas si je ne suis pas trop longue. Pas du tout, ça va. J'ai mon modérateur en face, donc je regarde. Alors, le MIR en Guadeloupe, on a, comme je vous ai dit, qu'on a fait 2 procès. Je faisais partie de cela. On a fait un procès au mois de juin et on a fait un procès au mois de décembre. Quand on a fait notre procès au mois de juin, on avait déjà répondu à la question « Est-ce que nos frères nous avaient vendus ?» Donc, on n'a pas pu nous embêter avec ça. On n'a pas pu nous faire comprendre que si on était aujourd'hui en Guadeloupe, on faisait partie de la diaspora africaine un peu partout dans le monde, c'était parce qu'on nous avait vendus. On ne pouvait plus nous présenter cette facture-là. Elle ne marchait plus. Donc, il fallait chercher autre chose. Parce qu'à chaque fois que le MIR, à travers, ou encore le CIPN, Comité international des peuples noirs, qui existe en Guadeloupe, à chaque fois qu'on essayait de poser la problématique du peuple noir, on nous disait toujours, vos frères vous ont vendus. Et donc, on baissait la tête. Mais on avait décidé qu'on ne baissait plus la tête. Qu'on allait dire, oui, ils nous ont vendus. Vous avez un papier qui montre que Mouchagaloussa a vendu 5 noirs. Présenter le papier. Et ça, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que ça n'existe pas. Ils disaient, oui, c'était pour des pacotilles. Donc, un petit peu d'or, un petit peu de vrillerie. Eh bien, on a vendu nos frères. Alors qu'on est couvert d'or. On a des diamants, on a de l'or, on a tout ça. Donc, ils sont venus avec des choses qui brillent. Alors, on voyait des choses qui brillent à nos pieds en permanence. Ils sont venus avec, je ne sais pas, le soleil brillait d'une autre manière ce jour-là, j'en sais rien. Ou bien ils étaient partis, je ne sais pas. Ils sont venus avec quelques trucs, machin, ils nous ont montré ça, et puis, oh là là, folie, on a vendu nos frères. Donc tout ça, on a pu démontrer que ça n'était pas possible. Donc on ne nous parlait plus de ça. Et bien qu'est-ce qu'on nous a cherché? On a commencé à nous faire comprendre que, mais vous n'êtes pas africain. Vous me voyez là? Vous voyez que je pourrais dire peut-être qu'elle n'est pas africaine, mais je suis sûre que non. Je pense qu'elle est africaine. Mais si on la met, elle et moi ensemble, elle sera plus française que moi. Hein. Mais moi, on me dit, non, vous n'êtes pas africain. Je dis, mais comment on n'est pas africain? Mais ça, c'est... Oui, mais vous n'êtes pas africain. Vous avez eu la chance de passer par le métissage. Le métissage a résulté que vous êtes très intelligent, que vous avez des possibilités extrêmes. Vous allez pouvoir découvrir le monde. Je ne sais pas. Voilà ce que le métissage m'a apporté. Alors, vous n'êtes pas africain. Ne vous rendez pas compte? Vous allez régresser en pensant que vous êtes africain. Sérieux, hein, je vous parle. Hein. Vous allez peut-être croire que c'est un conte, hein, mais c'est sérieux. Hein. Donc, j'étais plus africain. Quand je me regardais dans un miroir, je cherchais le côté blanc, ou le côté gaulois, ou le côté, je ne sais pas, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Hein. Vous n'êtes plus africain. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore inventer pour tout simplement dire au MIR qu'on a droit d'assigner les États qui ont réduit le peuple africain en servitude. Donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé? On n'était pas africain. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas africain. On n'est pas capable
d'assigner l'État français, parce qu'on a commencé par la France, parce que je suis dans un territoire français, d'assigner l'État français parce que je ne suis pas africaine. Alors mon arme généalogique, quand je vais le faire, secret défense. Donc j'arrive à mon arrière-grand-mère, j'arrive à un numéro, je ne peux pas dire je viens du Congo, je ne peux pas dire je viens du Mali. Et c'est le problème que le MIR doit résoudre là maintenant. Comment prouver que nous sommes africains? Comment prouver que mon arrière-grand-mère est venue dans les cales de leur bâton négrier? Ne vous en faites pas, on va trouver. Et on est déjà en train de trouver. Donc, ça, ce sont des étapes qu'on a été obligé de bousculer, je veux dire. Parce que, comment dire à mon fils, tu sais, ta maman n'est pas africaine. Comment lui dire ça? Il me dit, mais maman, tu te moques de moi? Donc, je ne peux pas tout simplement lui dire non, je ne suis pas africaine. Il faut lui dire pourquoi je ne suis pas africaine. Et même en lui disant pourquoi je ne suis pas africaine, il me dit, mais bats-toi. Parce que je lui dis, je ne suis pas africaine parce qu'ils ne veulent pas me reconnaître africaine. Il me dit, oui, c'est eux qui ne veulent pas te reconnaître. Mais tu es africaine ou tu n'es pas africaine? Non, c'est ça. Donc le MIR a ce combat-là. Deuxième combat, enfin, donc il y a le combat des procès, il y a le combat, comme je vous ai dit, de la déconstruction des idées reçues, et puis il y a le combat de rencontrer nos frères du continent, comme Moucha. Il sait qu'on a fait la plus belle rencontre de ma vie, lui et moi. Je te le vole. Tu me l'autorises. D'accord? Comme nation d'Haïti. Comme Sabine qui s'est exilée en venant ici, il y a des gens économiques aussi. D'accord? Et comme vous tous. Donc ça, c'est notre démarche du MIR, c'est de faire comprendre aussi à vous qui êtes là, africains du continent ou pas, enfants métis ou pas, que vous avez droit aux réparations. Et que vous avez comme devoir, c'est de prendre le bon pour enfin, vous aussi, quand vous parler des réparations. Les réparations, elles ne sont pas simplement pécuniaires, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça on aurait dit la réparation, si on pensait simplement au côté financier. Mais nous savons bien que les Occidentaux, ils ont toujours un coup d'avance. Il est peut-être temps que nous fassions pareil. Donc, au sein du MIR, on parle des réparations. La première réparation, c'est que nous, là, on n'a pas besoin d'eux. La première réparation, c'est qu'on s'auto-répare. La première réparation, c'est qu'on s'approprie notre passé. Les coups de fouet, les jambes coupées, les langues, les yeux crevés, ce n'est pas une honte, c'est notre trophée. Ce n'est pas une honte, c'est notre trophée à la face du monde. Quand nous vivons cela comme une honte, nous leur permettons de nous infantiliser. Et c'est terminé. S'ils ne veulent pas entendre parler des langues coupées, des oreilles coupées, des viols, des déportations, des razzias, s'il y a eu razzia, c'est parce qu'il y a eu résistance. Eh bien, s'ils ne veulent plus entendre parler de ça, eh bien, qu'ils se mettent à table avec nous pour parler des réparations. Les réparations que nous demandons, c'est celle-là. Déjà, la première, c'est que quand tu parles avec moi, on peut se regarder, continent ou pas, haïtien ou martiniquais ou guadeloupéen ou pas, qu'on puisse se regarder comme ça, en se disant que la colonne vertébrale de la diaspora, c'est l'Afrique. Ce n'est pas simplement notre mère, hein, c'est notre colonne vertébrale. C'est ce qui nous permet de rester debout. C'est très bien qu'Haïti a pu se libérer et a donné l'exemple. Mais qu'est-ce qu'Haïti fait de la liberté qu'elle a acquise? Qu'est-ce que les autres pays de la Caraïbe qui ont acquis cette liberté, Tayoka fait de ça?
un témoignage. Alors les réparations, c'est ça, s'approprier toute notre histoire. Elle est malienne, elle est tchadienne, elle est de tous les pays d'Afrique, elle est de toute la diaspora de la Caraïbe ou des États-Unis, où vous voulez. C'est ça. C'est pouvoir parler de quel que soit le peuple noir sur quel que soit le continent où il se trouve. Parce que le problème qu'il y a, on parle bien de Paris, de Venise, de, je ne sais pas moi, on n'arrive pas à parler de la Guadeloupe, de la Martinique ou des pays où il y a des Noirs qui ont été déportés et mis en esclavage. Donc c'est la première. Le deuxième travail que fait le MIR actuellement, c'est obliger à tous les Noirs de la diaspora de faire leur arbre généalogique. Ça, c'est le deuxième travail. Il faut absolument qu'on puisse effectivement, tous les Noirs, brandir le jour, parce qu'un jour va venir, il faudra brandir ce papier. Donc, c'est pour ça qu'on demande à tous les Noirs, pendant qu'il est tôt, parce qu'ils sont en train de les brûler. Hein. D'accord? Donc, faites votre arbre généalogique. Là, c'est le deuxième travail. Et ça, ce travail-là, ça prend du temps, c'est sûr, et ça peut coûter un peu d'argent, mais pas plus que 100 euros. Ici, je ne sais pas, ça va être 150 dollars peut-être, c'est ça, à peu près. Donc, il faut faire ce travail-là pour deux raisons. Savoir d'où je viens, mais savoir aussi, dans ma famille, quels étaient les composants. Parce que souvent, pendant l'esclavage, effectivement, on a associé des peuples et on ne les connaît pas. Donc, c'est bien de savoir, l'arbre généalogique va dire si j'ai un petit peu de Congo, un petit peu de Bénin, un petit peu de Mali, un petit peu du Tchad, un petit peu de... Enfin, ça c'est très important. Et la troisième raison de l'arbre généalogique, c'est que Marie va disparaître. Et avec le temps qui passe, on fait tout pour qu'on soit métis. Dans nos façons de faire. Hein. Peut-être même si tu te maries avec un noir comme toi, hein, mais dans ta façon de faire, tu vas perdre les repères de la personne que tu es. Donc, c'est très important. Et le MIR fait un autre travail, c'est comme je vous ai dit, aller voir tous ces Noirs qui sont de par le monde pour leur dire que les réparations, c'est le vecteur économique. Que tant pour l'Afrique, que tant pour nous dans les différents pays où on se trouve. Et là, on parle de réparations financières. Les réparations financières, ce n'est pas payer le crime. Non, pas du tout. Ce n'est pas payer le crime. Parce que le bras coupé de mon arrière-grand-mère, les yeux arrachés de mon arrière-grand-père, etc., je vous le dis pour vous choquer, eh bien, n'a pas de prix. Quand on faisait pendre les miens, on appelait ça l'arbre de Noël. Mais quand on les faisait pendre, il y a une image qui vous témoigne cela, eh bien, ça n'a pas de prix. D'accord? Mais je sais qu'ils ont travaillé sang et sueur. Donc, ça avait un prix. Ça avait un coût. Donc, j'ai droit aux réparations. On m'appelle fainéant aujourd'hui parce que j'ose toucher des indemnités. J'ose toucher des acquis sociaux, des petites choses. On m'appelle fainéant aujourd'hui parce qu'il faut me payer. Et eux, ils étaient quoi? Donc, nous, on dit que nous avons droit aux réparations financières et on est dans cette démarche-là aussi. Pourquoi Haïti a dû payer sa liberté? Donc, nous sommes dans cette démarche-là. Pourquoi d'autres pays à qui on a donné la liberté, on a tout fait pour que ces pays-là qui donnent de l'argent et pas le contraire? Comment peut-on payer les bourreaux et pas les victimes? Donc, on est dans cette problématique et le MIR fait tout pour demander, et c'est ce qu'on a fait lors d'une rencontre lamentin avec les peuples de la Caraïbe, où on montrait que nous avons droit aux réparations. Et comme je vous ai dit, la Guadeloupe est porteur de ces messages parce que nous sommes peut-être, pas peut-être, nous faisons partie des 15 derniers pays à décoloniser qui demandent leur indépendance.
Mais les Guadeloupéens sont passés dans pratiquement tous les pays de la Caraïbe. Donc, ils savent, ils ont vu, ils ont vécu, ils ont un suivi. Et on analyse, on colle les choses. L'histoire d'Haïti nous a beaucoup servi. L'histoire de la Dominique nous sert aujourd'hui. Sainte-Lucie, etc. Donc, on est toujours sur comment mieux faire. Comment faire pour être ensemble. Et c'est pour ça qu'en Guadeloupe, avec le MIR, on mène un travail très large pour nous permettre effectivement de rencontrer et de peser les choses. Voilà, dans la présentation du MIR, ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire. La volonté dernière du MIR, ce serait qu'on arrête. Et j'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se dira plus quand vous allez sortir d'ici, quand vous allez voir 3 nègres en train de, en français on dit se peigner le chignon, vous n'avez compris pourquoi, se crêper le chignon, voilà, exactement. Et bien vous n'allez pas dire, regardez ces nègres-là, ça encore, en bonne sauvage. Vous n'allez plus dire ça. Ou bien quand un noir comme vous va faire quelque chose à côté, ou fait boulangerie, il fait ça comme machine. Quand il va, t'es en moins. Business, is business. Ah, un nègre va me mettre les bâtons dans les roues, hein. Et pour conclure, je vais tout simplement vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai vécue il y a de ça 3 ans. Je fais partie d'une coopérative en Guadeloupe. Et j'étais dans un magasin où j'étais vendeuse. De temps en temps, je suis vendeuse aussi dans la coopérative. Et j'entends une dame qui vient à... Comment je vais présenter 2 fois cet espace-là, qui arrive en babillant. Elle dit, ah, les Noirs sont des maudits, les Noirs ne sont pas bons, les Noirs sont ceci, ah, les Noirs, il faudrait les tuer, les prendre court et haut. Ah, elle est en train de... Ah, là, là, là. Alors, moi, je sors parce que j'entends ça de loin. Je sors, je me mets sur le pas de la porte et j'écoute. Ah, là, là, machin. Et elle dit que des gros mots en accompagnant cela. Et je vois un vigile qui s'arrête à côté d'elle et qui lui montre la galerie où je travaille. Alors, quand j'ai vu que je me suis dit ça, il est en train de l'envoyer. Donc, je rentre dans le magasin. Cette dame, elle arrive à moi. Elle me dit bonjour. Je dis bonjour. Et elle me dit, le vigile m'a envoyé vous voir. Je lui dis d'accord, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un article chez nous défectueux? Elle me dit non, non, pas du tout, pas du tout. Simplement, franchement, les Noirs sont ceci. Elle recommence. Je lui dis arrêtez. Je ne peux plus vous parler. Elle me dit pourquoi? Je dis oui, vous vous adressez bien à une Noire là. Donc, je ne peux plus vous parler puisque vous avez déjà votre idée sur les Noirs. Elle m'a dit non, non, c'est pas ça. Toi, tu es différente. On m'a dit que tu es différente. Donc, je viens te voir. Je dis bon, d'accord. Alors, expliquez-moi pourquoi. Et c'est là, elle me dit j'ai ma fille qui doit passer un examen et ma fille doit faire valider son temps dans un magasin, à la vente et ceci et cela. J'ai dit oh là là, madame, je vous arrête tout de suite. Je n'embauche pas de Noirs. Elle dit, comment ça, tu n'embauches pas de Noirs alors qu'on m'a dit que tu défends la cause noire? J'ai dit, alors là, aujourd'hui, vous m'avez vacciné. Je n'embauche pas de Noirs. Mais je dis, non, non, vous ne m'appelez pas Marie Guadeloupe déjà, puisqu'on ne se connaît pas. Vous m'appelez madame. Je n'embauche pas de Noirs parce que je vous ai entendu depuis là-haut en train de me dire tout ce que Noir peut faire. Et vous imaginez que je mets votre fille, qui est plus noire que moi, dans ce magasin-là, et coucher chez moi, je suis en train de me dire, elle est en train de voler dans la caisse, elle est en train de vendre à crédit tous les vêtements, elle donne les vêtements à ses amis. Vous imaginez pas comment je... Mais c'est pas possible, je ne vais pas dormir. Je dis non, 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 non. Allez dans la rue, ramenez-moi n'importe quel petit blanc, je l'embauche tout de suite. Mais votre fille, jamais. C'est là, l'enfant s'est mise à pleurer et la maman a suivi. Elle est restée à se regarder. J'ai dit à l'enfant, tout en j'ai fait comme ça m'arrachait le cœur. Mais j'ai dit à l'enfant, regarde-toi dans le miroir, t'es pas un blanc, pourquoi je vais t'embaucher? Ta maman vient de dire que vous êtes une bande de voleurs et ceci et cela, je ne peux pas t'embaucher. Et la dame me dit, vous êtes sûr de ce que vous... Je dis, ah oui, oui. Et je l'ai laissé partir. Et le vigile qui vient me dit, Marie, tu as exagéré. Et je vous assure, je l'ai laissé arriver jusqu'au parking. Et je suis allée la rattraper, je laissé le vigile dans le magasin.
matin. J'étais la rattrapée et je lui ai dit, j'espère qu'aujourd'hui tu as compris. Mais voilà, c'est ça nous. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser poser vos questions, s'il vous plaît.